Mai 1958, la 4e République, empêtrée dans la guerre d'Algérie, se disloque. Alors que tout s'effondre, le général de Gaulle devient le dernier recours face au chaos. Il propose de nouvelles institutions qui sont toujours les nôtres actuellement. La 5e République, dont il devient le premier président. Guide de la France, chef de l'État républicain, j'exercerai le pouvoir suprême. Mais savez-vous que les Français n'ont pas voté pour lui? De Gaulle a été élu par un collège de 80 000 grands électeurs. Il aurait pourtant bien voulu être élu par le peuple, mais il n'a pas osé bousculer cette vieille tradition républicaine qui impose que le président soit élu de manière indirecte. Les choses auraient pu en rester là, mais 4 ans plus tard se produit un rebondissement inattendu. Le 22 août 1962, au Petit Clamart, la déesse présidentielle a été mitraillée par un commando de l'OAS, des soldats perdus de l'Algérie française. De Gaulle s'en est sorti par miracle, et tout le pays est bouleversé. L'émotion populaire est telle que cette fois, le président sent que c'est le moment. Il propose la réforme du scrutin présidentiel par référendum. Je crois devoir faire au pays la proposition que voici. Quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Évidemment, les Français lui répondent massivement « oui ». Et c'est ainsi qu'en 1965, ils vont pour la première fois choisir leur président. Bien entendu, la réélection triomphale du général de Gaulle ne fait aucun doute. Sauf que rien ne va fonctionner comme prévu et que les Français vont découvrir leur nouvelle démocratie. Imaginez une France jeune, sans chômage, avec un taux de croissance de 5% par an, une hausse du pouvoir d'achat ininterrompue. Imaginez une France optimiste. Les Américains disaient la France va dépasser l'Allemagne. Dans 20 ans ou dans 30 ans, c'est la France qui sera la puissance principale de l'Europe. Et maintenant, imaginez que le papa de la 5e République vous souhaite une bonne année en ces termes. Un bébé qui vient au monde ce soir pourra, à partir de sa majorité, vivre 2 fois mieux que ses parents ne vivent aujourd'hui. Bienvenue en 1965. Nous sommes à 6 mois de la première élection présidentielle au suffrage universel. Une simple formalité. À ce moment-là, en effet, De Gaulle est donné gagnant à 70% au premier tour. Le général de Gaulle, à l'époque, c'est le politique. C'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est l'État, c'est la France. Voilà. On vivait, pour l'avoir expérimenté, je ne sais pas combien de fois, 6 ou 7 fois, on vivait sur la lancée des référendums. C'est-à-dire, bon, De Gaulle se présente, il va faire la majorité. Nous étions fascinés. Par conséquent, nous étions peu lucides. Je pense qu'il avait sous-estimé au début le poids et le choc que ferait cette campagne. La campagne électorale, personne ne savait exactement comment ça se passait, une campagne électorale présidentielle, puisque c'était la première.
Ainsi, l'échéance électorale approche dans l'indifférence générale. Pourtant, il y a déjà 2 candidats déclarés. Le premier s'appelle Jean-Louis Tixier-Vignancourt. L'élection du président de la République au suffrage universel a donné une dimension nouvelle à la politique française. Et il est d'extrême droite. Assisté d'un certain Jean-Marie Le Pen, son directeur de campagne, il a décidé de parcourir la France en déplaçant un chapiteau, surnommé le cirque Tixier. Il est crédité de 5% dans les sondages. Le second candidat est un obscur sénateur de la Charente, Pierre Marcillaci. Il n'a pas de parti, il n'a pas de troupe, et il est crédité de 1%. Alors qui face à De Gaulle? La gauche? Mais quelle gauche? Les opposants les plus résolus étaient certainement à l'époque les communistes. Ils l'étaient massivement et sans aucun esprit de concession possible. Les communistes donc. Dirigés par Waldeck-Rochet, ils pèsent 20% de l'électorat. C'est beaucoup. Mais ils sont hors jeu, bannis des gouvernements depuis 20 ans. Et puis, personne n'imagine un président communiste. Pas même les communistes. Les socialistes alors. La SFIO est un parti en déclin, dirigé par Guy Mollet. Guy Mollet estime qu'il est suicidaire de défier De Gaulle. Il a d'ailleurs refroidi les timides velléités du maire SFIO de Marseille, Gaston Defferre, qui renonce à se présenter. Surtout, Guy Mollet déteste les communistes. Aucune alliance n'est donc possible à gauche pour espérer concurrencer, vous savez qui. D'autant que, au De Gaulle tout-puissant, s'ajoute le De Gaulle omniprésent. En effet, en 7 ans, la télévision s'est imposée en France. Il y a moins de postes de télévision qu'aujourd'hui, il doit y en avoir 5 millions à l'époque, c'est quand même un chiffre important, puis les gens se rassemblent, dans les campagnes on se regroupe dans la maison de celui qui a une télévision. Télévision, évidemment réservée à vous savez qui, et à lui seul. La télévision était complètement fermée, il n'y avait pas encore de troisième chaîne, et donc l'information était vraiment cadenassée. Et d'ailleurs, Charles de Gaulle l'avait voulu. Il ne concevait pas que la télévision puisse être autre chose que la voix de la France. Et comme lui, c'était la France, c'était sa voix. Française, Français. Bref, la France est hypnotisée, et l'opposition paralysée. Le mandat. Il y a juste un petit détail à régler. Pour l'instant, il n'est pas candidat à sa succession. Il était obsédé par son âge. En 65, il devait avoir 75 ans. Il y a eu vraiment, chez les gaullistes, j'en suis le témoin, une inquiétude en se disant est-ce qu'il va se présenter ou pas? Monsieur, je vous en prie. 9 septembre 1965. Nous sommes maintenant à 2 mois de l'élection. Et une seule question brûle les lèvres de tous les journalistes. Je vous écoute, mesdames, messieurs. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire si vous comptez vous présenter à l'élection du 5 décembre? Je vous réponds tout de suite que vous le saurez, je vous le promets, avant 2 mois d'ici. Ce qui est de notre économie... La conférence de presse ronronne comme d'habitude. Quand soudain, une dépêche tombe à l'AFP. L'essentiel de ce qui a été dit souligne une fois de plus l'incompatibilité d'humeur qui existe entre le général de Gaulle et la démocratie. J'ai donc décidé de solliciter les suffrages des Français et des Françaises le 5 décembre prochain. Un 3e candidat vient de se déclarer. Mais surtout, il vient de s'exprimer en même temps que De Gaulle. Un crime de lèse-majesté. Un attentat médiatique. Il a 49 ans. Et il s'appelle François Mitterrand. C'était pas un candidat qui était pris au sérieux par les gaullistes, et sans doute pas par le général. Au début, il y a un grand scepticisme. Le seul qui y croit, c'est Mitterrand et l'équipe qui est autour de lui. Je me rappelle que les articles du Monde disant c'est le plus mauvais candidat, c'est le plus mauvais candidat de la gauche. 7 ans plus tôt,
François Mitterrand fait partie de ceux qui ont osé s'opposer frontalement au retour de De Gaulle. Il est depuis l'un des plus farouches adversaires du nouveau régime. Il y aura d'un côté les républicains en lutte contre le pouvoir personnel qui décident des plus grands intérêts de la France sans consulter les représentants du peuple. Opposant acharné, il a même écrit dans un pamphlet, 2 points, ouvrez les guillemets. Et qui est-il, lui, De Gaulle? Duce? Führer? Caudillo? Guide? Je veux bien par complaisance appeler ce dictateur d'un nom plus aimable. Roi sans couronne. Opposant acharné, certes, mais pourtant considéré comme un cheval sur le retour, un politicien isolé, 11 fois ministre de la 4e République. Mais il a une stratégie pour conquérir le pouvoir. Le passage à droite lui est fermé de toute façon. Il n'a jamais cru au centre, parce qu'il pense que sous la 5e République, comme on n'en retient que 2 au 2e tour, ça veut dire que c'est le bipartisme. Donc il lui faut faire le plein des voix de gauche avant de penser conquérir le trône. Il doit donc réussir le tour de force, de rallier sur sa candidature les 2 ennemis héréditaires, les communistes de Waldeck-Rochet et les socialistes de Guy Mollet. Guy Mollet considère que, puisqu'il faut qu'il y ait un candidat et qu'il veut y aller, c'est bien commode. Et on se dit, dans le fond, il n'a pas de parti, il est isolé, et ce qui fait la force de Mitterrand, c'est précisément son isolement. S'il avait été enfermé dans un parti comme le fut Defer, il n'aurait pas émergé. En effet, puisque Mitterrand est un électron libre qui n'appartient pas à la SFIO, Guy Mollet consent à le soutenir après d'interminables tractations. Reste à convaincre les communistes. Des négociations très secrètes sont engagées sous haute tension, comme en témoignent ces notes inédites, prises à chaud par un membre de l'équipe Mitterrand. Guy Mollet fait savoir qu'il interdit à François Mitterrand d'accepter la demande des communistes qui veulent que François Mitterrand les reçoive. Pas de contact physique, dit Guy Mollet. Alors évidemment, faire rentrer les communistes dans le jeu démocratique, ça apparaissait sur le moment comme quelque chose de fou. C'était le pari numéro 1, pari incroyablement risqué, mais qui a marché. Le comité central du Parti communiste français a décidé unanimement de soutenir la candidature de François Mitterrand en tant que candidat d'union de tous les partis de gauche et organisations. C'est l'occasion pour le Parti communiste de se réintroduire dans la politique nationale. C'est la fin de la ghettoisation du Parti communiste. Donc c'est très important pour lui de à nouveau pouvoir être considéré comme une force valable en vue de l'exercice, un jour, même lointain, des responsabilités nationales. Fort du soutien du puissant Parti communiste, François Mitterrand se retrouve propulsé à 23% d'intention de vote. Reste à faire campagne. Et pour cette première élection présidentielle, on s'organise comme on peut. Nous sommes au départ installés dans 4 pièces, 25 rue du Louvre, où vraiment on s'entasse à une dizaine. C'était vraiment un tout petit truc, pas meublé, dans lequel il y avait encore une fois pas des professionnels, hein, des amateurs totaux. C'est une des seules campagnes qui a été à ce point amateur. D'ailleurs, Mitterrand n'est jamais venu pendant la campagne 25 rue du Louvre. C'est nous qui allions 1 ou 2 fois par semaine chez lui, rue Guillemets. Lorsque l'on connaît la débauche de communication qu'exigent les présidentielles aujourd'hui, les comptes rendus de réunion rue Guillemets laissent rêveur. Réunion 4 rue Guillemets, 11 octobre 1965. Le président demande que l'on étudie une affiche de composition avec le concours des 2 ou 3 meilleurs affichistes de leur génération qui doivent trouver un bon slogan et une proposition pour une bonne affiche de propagande. Le travail de communication étant totalement délégué aux affichistes, comme dit Mitterrand, le résultat final est proche d'une affiche soviétique des années 1930. Pourtant, le slogan est plutôt bon. Un président jeune, sous-entendu contrairement à l'autre qui a 75 ans, pour une France moderne, sous-entendu contre l'archaïsme de la droite. Mais tout de même, un petit sourire aurait été le bienvenu. Et justement,
une semaine plus tard, un produit concurrent est lancé sur le marché. Jeune, moderne, sourire ultra bright, anti-gaulliste et anticommuniste. Il s'appelle Jean Le Canuet et représente le Centre, un parti en voie de disparition et qui essaye désespérément de survivre. On lui pronostique 5%. Quand il commence la campagne en 1965, le 19 octobre en réalité, je crois qu'il ne s'est pas rendu compte de la lourdeur de la tâche. Personne ne sait ce que c'est qu'une élection présidentielle au suffrage direct. Donc il faut tout découvrir. Alors comment s'y prendre pour faire percer un inconnu? Son équipe édite d'abord une brochure de 16 pages, vendue 10 centimes, chez tous les marchands de journaux. Dans la brochure qui a été préparée à l'époque par les jeunes de l'entourage de Le Canuet, on l'a présenté comme un homme jeune, entouré d'une famille jeune et d'un homme ouvert. Et il y a eu très vite un sous-titrage de photos disant « Le Canuet, ce Kennedy français ». Beaucoup de jeunes à l'époque étaient sensibles à Kennedy et ça a eu un impact. Et puis on a eu immédiatement, dans un délai très bref, des panneaux d'affichage dans toute la France. Je ne sais pas, 40 000 panneaux. Et dans un délai d'une dizaine de jours, ces panneaux ont été couverts d'affiches. Et c'est ainsi qu'en moins de 2 semaines est lancé Jean Le Canuet et que son nom se retrouve rapidement sur toutes les lèvres. Opération Kennedy français, lancement réussi. Et c'est le début d'une campagne de terrain pour François Mitterrand et Jean Le Canuet, qui enchaînent conférences de presse et meetings dans toute la France. Mitterrand fait un nom incroyable de meeting. Et moi, je me souviens du premier meeting qui se tient à Caen, où Mitterrand va réunir pour la première fois des milliers de personnes. Ne vais-je pas l'aborder avec la sorte de joie qu'impose un combat de cette envergure? On voyait que de jour en jour, ça changeait. De meeting en meeting, on voyait qu'il y avait de plus en plus de monde et surtout de plus en plus d'enthousiasme. N'est-ce pas le moment de restituer partout en France l'espérance et la certitude d'une victoire au bout du compte? N'est-ce pas le moment de dire que le peuple redevienne responsable et notre tâche sera remplie? C'est un très grand orateur. Des salles considérables vont accourir. 5 000 personnes à la Mutualité, 10 000 à Lille, 25 000 à Toulouse. À partir du moment où on sait qu'il y a de plus en plus de monde qui vient, l'effet boule de neige se déclenche. Jean Le Canuet aussi remue les foules. Alors moi j'avais une conception qui était d'organiser, je le dis carrément, un spectacle. Une sorte de spectacle vivant qui est une attraction. Qu'on aille voir Le Canuet, il faut avoir entendu Le Canuet, créer ce genre de situation. C'est à la France que revient l'honneur de marcher en avant et non pas derrière les autres ou d'un même pas. Et Jean Le Canuet se découvre un tempérament de star. Ben, je pense qu'il avait un tempérament de star. Parce que c'était typique. Quand, dans la coulisse, avant de monter en scène, il me disait « Ah, Fauchon, il y en a encore combien des trucs comme ça? J'en ai marre, bon vieux, vous me faites chier, etc. Qu'est-ce que vous faites de moi, etc. » Bon, hein? Là-dessus, il entrait. Ah, merveilleux, chers amis, quelle joie, quel bonheur, et surtout, quelle mission est la nôtre ce soir. Il est parti, c'était un homme inconnu. Il pensait que dans les réunions publiques en province, il y aurait peu de monde. Et il découvre des masses incroyables de gens. Pourtant, comme si les candidats n'existaient pas, l'ORTF boycotte l'intégralité des meetings de Le Canuet et Mitterrand. La ORTF regrette, mais elle n'est pas en mesure de vous diffuser le programme prévu. Élection présidentielle ou pas, la télévision française s'en tient strictement à sa routine quotidienne. Bonne nuit. En tout cas, il y en a un qui peut dormir sur ses 2 oreilles. 6 semaines avant l'élection, De Gaulle est donné gagnant au premier tour avec 66% des voix. Seulement, De Gaulle n'est toujours pas candidat et conserve le secret le plus absolu sur ses intentions. Nous sommes maintenant le 27 octobre et les journalistes assaillent le ministre de l'Information de questions.
Quand De Gaulle va-t-il enfin consentir à lever le mystère? Le général de Gaulle s'adressera au pays le jeudi 4 novembre à 20h. Ce soir du 4 novembre, la France entière est suspendue aux lèvres du général. Française, Français, il y a 25 ans, lorsque la France roulait à l'abîme, j'ai cru devoir assumer la charge de la conduire jusqu'à ce qu'elle fût libérée et maîtresse d'elle-même. La première chose qu'on sait, c'est le général de Gaulle. C'est un militaire. Dans sa tête, il est entre Jeanne d'Arc et Bonaparte. Il est démocrate, mais pour la forme. Je me présente, je suis réélu. Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche. Ça y est, il est enfin candidat. Immense soulagement. Ah ouais, enthousiasme. Bon, parce que l'issue du premier tour ne faisait aucun doute. Qui d'autre aurait pu être candidat? Le régime tournait tellement autour de De Gaulle qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait un autre candidat. Dès la nouvelle connue, elle est même tournée en dérision par le candidat Mitterrand, alors en meeting à Lyon. Le général de Gaulle a choisi le meilleur candidat gaulliste, c'est-à-dire le général de Gaulle. Mais De Gaulle ne se contente pas d'être candidat. Et la suite de sa déclaration va carrément virer au chantage. Que l'adhésion franche et massive des citoyens m'engage à rester en fonction, l'avenir de la République nouvelle sera décidément assuré. Sinon, personne ne peut douter qu'elle s'écroulera aussitôt. Vous avez bien entendu, une adhésion franche et massive, c'est-à-dire qu'il exige d'être élu au premier tour. Sinon, ce sera le chaos, ce sera l'épouvante, c'est la fin de la France. Cette menace, d'une part, et cette morgue, d'autre part, ça m'a absolument pas étonné du personnage. L'exemple de la guerre l'amenait, et puis de l'après-guerre aussi, l'amenait à penser qu'il avait raison de dire que c'était lui ou le chaos. Moi ou le chaos. Le chantage de De Gaulle lui tient lieu de programme électoral. D'ailleurs, il juge inutile de faire campagne. Il a concédé de faire le candidat. Mais il n'est pas candidat, il est président. Dans sa tête, président à vie. Ça va de soi. De Gaulle a dit ce qu'il avait à dire et se mure à nouveau dans le silence. On n'imaginait pas De Gaulle se mettant à faire des meetings comme Mitterrand. Donc le silence de Gaulle donnait vraiment l'impression que si c'était pas lui, c'était l'inconnu et l'aventure. Donc tactiquement, c'était quelque chose qui pouvait nous inquiéter. Je crois qu'il était persuadé qu'il allait gagner sans combattre. Donc il pensait beaucoup de mal de François Mitterrand, il ne connaissait pas très bien Jean Le Canuet ni le centre. Enfin, il pensait que la seule façon d'être au-dessus, c'est de ne pas se mêler de la première partie de la campagne. De Gaulle décide même de ne pas participer à la campagne officielle, qui va se dérouler pour la toute première fois à la télévision. Monsieur le ministre, jusqu'à présent, l'opposition se plaignait de ne pas avoir suffisamment d'accès à la radio et surtout à la télévision. Et voici que maintenant, pendant la durée de la campagne, il ne va y en avoir, si je puis dire, que pour l'opposition, tandis que le général restera muet. Enfin, c'est à peine croyable. C'est justement pour permettre à chaque candidat de se faire connaître que le gouvernement a décidé que 2 heures de radio et 2 heures de télévision leur seraient réservées sur les ondes nationales. Le président sortant est suffisamment connu des Français et il n'a pas besoin de se faire connaître d'eux. Mais avec ou sans De Gaulle, la première campagne électorale télévisée va débuter. Et pour déterminer l'ordre de passage des candidats, on mobilise le matériel de la loterie nationale.
Monsieur, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, désigné par la lettre 6, est sorti le premier au tirage au sort. C'est donc à Tixier-Vignancourt de tirer le premier. Le 19 novembre 1965, il se rend pour la première fois à l'ORTF, accompagné de Jean-Marie Le Pen. Le Pen lui a servi de coach pendant une semaine. Et pour sa grande première, Tixier-Vignancourt s'est même offert un peeling dans un institut de beauté. Il est 20h30. Cela n'a pas été simple de parvenir jusqu'à vous. Songez qu'en 18 mois de campagne électorale, j'ai eu droit à 1 minute de télévision. C'était en octobre 64 et le général de Gaulle était en Amérique du Sud. Quand il est rentré, il a fait savoir sèchement qu'il se réservait le monopole de la parole. Avocat habitué des prétoires, Tixier s'en sort bien, tout en se posant en victime du système, selon la rhétorique habituelle de l'extrême droite. Il est maintenant 20h45 et les Français vont avoir le privilège de découvrir un candidat de dernière minute, Marcel Barbu. Françaises, Français, mes amis, mes frères, et étant donné mon niveau social, j'oserais même tout simplement dire mes copains. Cet illustre inconnu est parvenu in extremis à recueillir les 100 parrainages d'élus locaux nécessaires pour se présenter à l'époque. Gageons que si nous ne gagnons pas la bataille que je vous propose de mener, le rien du tout que je suis ne pourra plus parler et personne ne pourra plus parler car la petite faille que l'on vient de déceler, tout le monde s'emploie déjà à la colmater. Comment les choses vont-elles se terminer pour moi? Peut-être comme... Cette première soirée de campagne télévisée laisse la France entière assez interloquée. Et le lendemain 20 novembre, c'est au tour du candidat Mitterrand de découvrir le face-à-face avec la caméra. Ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. Je suis candidat contre le général de Gaulle, contre lui seul, car lui seul compte, à droite. Sous le régime précédent, le Parlement avait accaparé tous les pouvoirs. C'est la première fois qu'il faisait de la télévision. Et après, Dieu sait qu'il a dominé le média, mais sur le moment, pas du tout. Il y mettait toute son ardeur, mais comme un orateur politique, un orateur habitué des meetings, et qui se retrouvait devant une caméra, et comme on sait, une caméra, c'est quelque chose d'intime. Et on sentait bien que notre Mitterrand n'était pas aussi bon, loin de là, que dans les meetings. Donc on se disait, là, il a un handicap. Je sais bien que l'actuel chef de l'État n'ouvre pas la bouche sans expliquer que ce qui va mal en France, c'est la faute de la 4e République, comme le chantonnaient autrefois les muscadins du Directoire. Il n'est pas bon parce que là, il n'est pas dans le calme intérieur. Il est dans une angoisse, il sait que ce qu'il fait est incroyablement risqué et il ne choisit pas l'attitude. Il est soit dans une posture de conquête, soit dans une supplique. C'est l'un ou l'autre. La gauche contre la droite? Peut-être pensez-vous que ces mots sont bien vieux et qu'ils ne signifient plus grand-chose. En effet, François Mitterrand peine manifestement à incarner son personnage de candidat unique à gauche, soutenu par les communistes. C'est un grand bourgeois. Lui, il sait bien qu'il a été ministre 11 fois. Et il a un costume rouge qui lui va comme des mouches à un cheval, c'est pas possible. Il se sent en imposture, probablement. François Mitterrand est en effet très mécontent de sa première prestation télévisée.
Le candidat suivant, Pierre Marcillassi, est tellement dévoré par le trac qu'il a décidé à la dernière seconde d'abandonner ses notes et d'improviser. Madame, monsieur, il est 13h15. Par le miracle de la télévision, me voici chez vous. Et je vous imagine très bien, beaucoup mieux que vous ne le pensez, autour peut-être de votre table de famille. Je pense, madame, que vous n'avez pas tout à fait terminé de vaquer aux besoins du ménage. Et que peut-être... C'est mon cœur. Même s'il n'a pas grand-chose à proposer et qu'il ne représente rien, Marcillassi s'en tire honorablement. Mais en terminant, laissez-moi vous dire, quoi qu'il arrive, vive la France! Et pour la France entière, le spectacle reprend le soir même à 20h30. Voici maintenant le tour du Kennedy français. Voici notre première rencontre. Vous allez donner vos voix. Il est naturel que vous connaissiez celui qui vous les demande, surtout lorsqu'il s'agit d'un homme neuf. Je dois donc me présenter à vous. Reconnaissez qu'il est très difficile de parler de soi. Enfin, essayons. L'opinion a découvert à la télévision un visage qu'elle ne connaissait pas, qui souriait. Et par conséquent, les gens ont été à la fois stupéfaits, surpris et séduits. On perçoit tout de suite que Jean Le Canuet est une vedette de l'écran. Lui non plus n'a jamais fait de télévision. Il a un visage très régulier, très beau, et à tel point d'ailleurs qu'on l'a appelé Dent Blanche. Alors lui, il n'avait pas du tout peur de la télé, de l'écran. Il a tout de suite trouvé un style intime. Je suis Jean Le Canuet. J'ai 45 ans. C'est l'âge des responsables des grandes nations modernes. Je ne suis pas un héros de légende, mais un homme parmi les hommes partageant vos préoccupations et vos aspirations. Le style de Jean Le Canuet détonne dans la France de 1965, mais c'est aussi le spectacle dans son ensemble qui stupéfie les Français. Ça a été une véritable stupeur dans l'opinion publique quand, à l'ouverture de la campagne présidentielle, on a vu apparaître des candidats concurrents de De Gaulle qui le critiquaient. Ça a été un choc, on n'avait jamais vu ça. Eh bien, savez-vous que la France est la dernière pour la croissance de sa production. Inacceptable. La dernière pour la hausse des salaires. Inadmissible. Continuez la même politique. Hélas, dans bien des domaines, elle a fait faillite. Le général de Gaulle a commis une grave erreur. Il oublie le plus souvent de s'occuper des Français. Inadmissible. Personne n'a le droit de dire qu'en dehors de lui-même et de sa personne, il n'y a que le néant. Ce sera lui et le néant. Dans sa vie, De Gaulle a dit tout, et puis le contraire de tout. Les Français vous admirent, mais ils ne vous aiment pas, mon général. Le choix à faire, il est entre le général de Gaulle et moi. Nous voulons garder le bateau. Il s'agit uniquement de changer le pilote. L'opposition existait. Et quoi? Il y avait une opposition au général de Gaulle. Enfin, c'est la seule fois où les gens étaient pétrifiés devant leur poste de télévision. Après, depuis maintenant, on sait que la campagne électorale officielle à la télévision n'a plus de téléspectateurs parce que les gens ont l'impression que c'est trop rigide. Mais là, comme c'était dans un univers encore plus rigide, même la rigidité dans laquelle était enfermée la campagne électorale est apparue aux gens comme vraiment révolutionnaire. Les Français sont désormais captivés par ce spectacle incroyable. Et bientôt, il n'y a plus une seule télévision à vendre ou à louer dans le pays. Il n'y avait personne dans les rues le soir, voilà. C'était une campagne électorale qui a bouleversé tout le monde. Des hommes politiques jeunes. Les prestations brillantes de Jean Le Canuet influencent les autres concurrents qui vont essayer de se montrer plus intimes. C'est ainsi que certains candidats se prennent subitement de passion pour les animaux. Vous avez des bêtes, vous aimez les animaux? Ah oui, j'ai 4 ânes et 4 chiens. Chasseur, pêcheur, sportif, ami des bêtes? Ami des bêtes, bien sûr, j'ai défendu les bêtes devant le Sénat. Il a été fait état de mon air de chien battu. Je vais essayer aujourd'hui, dans toute la mesure du possible,
d'avoir un peu moins l'air d'un chien battu, mais je suis effectivement un chien battu et battu depuis 58 ans. Chien battu, désormais crédité de 1,5% d'intention de vote. Après 10 jours de campagne télévisée, Pierre Marcy-Lacy est lui crédité de 3%. Tixier-Vignancourt est passé de 5 à 7%. Mitterrand de 23 à 28%. Et Lecanuet a réalisé un bond stupéfiant en passant de 5 à 20% d'intention de vote. L'inquiétude est venue de Lecanuet. Il était évident que la candidature de Lecanuet mordait sur l'opinion plus qu'on ne pouvait l'imaginer au départ. Un extraordinaire changement s'est opéré dans l'opinion publique française. Et ce changement va s'amplifier. Eh oui, avec sa campagne télévisée, Jean Lecanuet est en train de siphonner l'électorat du général. De Gaulle est passé de 66 à 46% d'intention de vote seulement. Voilà le résultat de l'entêtement du général à ne pas faire campagne. Panique chez les gaullistes. Que faire? Puisque le général a interdit les meetings de soutien, les ministres, désemparés, décident d'occuper le terrain médiatique abandonné par leur chef. Depuis l'ouverture de la campagne présidentielle, les membres du gouvernement s'étaient confinés dans un mutisme absolu. Et voici que soudain, vous rompez le silence. Pourquoi? Mais pourquoi voulez-vous que nous soyons condamnés au silence? Le gouvernement continue à gouverner et il est normal qu'il s'exprime. Pour l'investissement, entre 1960 et 1964, nous occupons le premier rang. Chacun y va donc de son intervention pour célébrer le génie gaullien. Nous envisageons l'avenir de l'économie française avec confiance. En catastrophe, un ministre inaugure ainsi une autoroute inachevée. Le 5e plan prévoit le lancement de 1000 km d'autoroutes de liaison et de 300 km au minimum d'autoroutes de dégagement. Et 2 ministres, à court de solutions, lancent même une fusée. Son entourage se montrait inquiet. Et donc vraiment, les gens lui ont dit « Parlez, parlez, il faut que vous parliez ». Il a vraiment dû falloir qu'on le bassine dans la terreur que ça se passe pas bien, pour que tous ses affidés, tout son clan, lui disent « Mon général, il faut bouger ». Or, c'est comme dans une partie d'échecs, on ne bouge pas le roi ou la reine comme ça. Et à force de pression, le roi consent enfin à bouger le 30 novembre. Nous sommes à 6 jours du premier tour. Cinq oppositions vous présentent 5 candidats. L'accession de l'un quelconque d'entre eux au poste suprême marquerait infailliblement le retour à l'odieuse confusion où se traînait naguère l'État pour le malheur de la France. Tout ça pour ça. De Gaulle refait le coup du chantage et continue à traiter par le mépris la campagne électorale, et donc les électeurs. Mais aussi les électrices, avec lesquelles le candidat Mitterrand doit d'ailleurs régler un problème. Et les femmes ne votent pas Mitterrand parce qu'elles sont à une époque où elles sont beaucoup moins dans la vie professionnelle qu'aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont encore des femmes au foyer. Et elles n'ont pas les échanges qu'elles ont aujourd'hui. Donc il y a une inquiétude chez elles face à l'idée de changement. Donc on les inquiète plus facilement que les hommes. Pourtant, il y a tout à faire pour améliorer la condition féminine dans la France de 1965. Quand une femme épouse, elle quitte le nom de son père pour prendre le nom et le prénom de son mari. C'est Madame Jacques Machin, Madame Édouard Truc. Quand elle a besoin d'acheter une culotte ou un soutien-gorge, elle demande des sous à monsieur, qu'on appelle chef de famille.
qui dit tout. Et elle n'a même pas l'idée de se pointer dans une banque pour demander si elle peut avoir son propre compte bancaire. Quelqu'un lui répondra, oui, mais pour ça, il me faut l'autorisation de votre époux ou de votre papa. La femme, c'est un individu qui n'a pas de droit. C'est le candidat Mitterrand qui est de loin le plus progressiste en la matière, mais il doit le faire savoir aux électrices. L'émission qu'il enregistre le 30 novembre est donc pour lui de la plus haute importance. Aujourd'hui, j'ai demandé à Madame Benoît Groux, écrivain et journaliste, de bien vouloir s'entretenir avec moi, afin de me poser les questions que se posent sans doute les femmes françaises. Eh bien, François Mitterrand, je vais d'abord vous poser une question d'ordre général. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui humiliant et injuste de s'entendre dire couramment, par les hommes en général, « Oh, pour une femme, tu gagnes bien ta vie ». En effet, lorsqu'on examine les conditions de l'emploi, par exemple, pour la plupart des jeunes filles ou des jeunes femmes, est-ce qu'il n'est pas humiliant et injuste de s'entendre dire couramment, encore aujourd'hui, surtout par des hommes, « Pour une femme, tu gagnes bien ta vie ». On a en effet le droit de s'interroger là-dessus. L'enregistrement va durer 7 heures. Pour Mitterrand, le contact avec les caméras tourne au calvaire. Les femmes, quand les femmes, on va recommencer cela. L'emploi est difficile, le salaire est modèle. C'est extraordinaire. 14 semaines de congé, sans salaire. Et qu'on sait d'autre part que l'équilibre de la famille correspond à la nécessité pour la femme de ne pas être écrasée, par les obligations. Aujourd'hui, j'ai demandé à Madame Benoît Groux. L'émission de 20 minutes sera finalement diffusée le 1er décembre, 4 jours avant le premier tour. Les problèmes qui sans doute se posent à la plupart des femmes de notre pays. Et le 5 décembre 1965, c'est un moment d'histoire nationale qui se joue. Pour la première fois, les Français votent pour élire leur président. Et ils votent massivement. Il y a 85% de taux de participation. C'est aussi l'occasion de la toute première soirée électorale télévisée. L'ORTF, qui comme De Gaulle se couche tôt en temps normal, va exceptionnellement tenir l'antenne jusqu'à 4 heures du matin. Ces images que vous voyez sont tout ce qui reste de cette soirée historique, désormais perdue pour l'éternité. L'ORTF n'a pas songé à l'enregistrer. Et puis dans la nuit, les résultats tombent. Et c'est le choc. Jamais je pensais que le général de Gaulle pourrait être en ballottage. Je pensais qu'au dernier moment, il y aurait un sursaut qu'il n'oserait pas, etc. La surprise, c'est que de Gaulle était en ballottage, parce que c'était un coup terrible. Puis le mot ballottage, à lui tout seul, ça compte les mots. Et dans le monde où vit de Gaulle, où vivent ces gens-là, de Gaulle ballotté, qu'est-ce que c'est que ça? Chaque fois, il avait un succès immense à travers les référendums. Et là, première élection présidentielle, suffrage universel, il passe pas au premier tour. Avec 44% seulement des suffrages, De Gaulle arrive en tête, mais n'a pas la majorité absolue. Il y aura donc un second tour. Cloîtré à Colombey, De Gaulle est effondré. Lorsque le Premier ministre Pompidou l'appelle pour lui remonter le moral, le général l'écoute sans prononcer un seul mot et raccroche. On n'avait pas compris l'élection présidentielle. Il est impossible au premier tour d'avoir la majorité. C'est pas possible à partir du moment où il y a d'autres candidats. Un référendum, c'est autre chose, c'est oui ou non. Mais là, ça n'avait pas été perçu par personne et
pas par le général non plus, que l'élection présidentielle était une novation qu'il avait voulu, mais dont il n'avait pas bien perçu les conséquences. Marcel Barbu, avec 1,2%, Pierre Marcy-Lacy, 1,7%, et Jean-Louis Tixier-Vignancourt, 5,3%, sont éliminés. Quant à Jean Le Canuet, quand on apprend qu'il est autour de 16%, on est tous déçus, lui le premier. Il est à ce moment-là fatigué et il retombe de haut parce qu'il se voyait probablement dans les 20%. Et c'est une vraie déception, avec en perspective la difficulté d'avoir un choix difficile à faire pour le deuxième tour. Avec 32% des suffrages, c'est un triomphe pour François Mitterrand. L'homme, taxé de plus mauvais candidat à gauche quelques semaines auparavant seulement, vient de rassembler 7,5 millions d'électeurs. Maintenant, le problème est le suivant. Comment pouvoir augmenter au second tour le nombre de voix que vous avez fait au premier tour? Et il n'y a qu'une méthode, c'est de le demander aux Françaises et aux Français. Le 5 décembre, on est enthousiaste. Et c'est à ce moment-là que nous, on commence à y croire. Mitterrand contre De Gaulle. Qui aurait pu prévoir un tel duel quelques jours auparavant? Duel qui, toutefois, pourrait bien ne jamais avoir lieu. Comme son premier tour avait été décevant, il pouvait se dire « moi j'ai eu tort de me présenter, je vais renoncer ». Le général de Gaulle, c'était assez son genre, aurait pu dire « puisqu'on ne veut pas ». D'ailleurs, si on ne veut pas de moi, je rentre chez moi. Et il y a eu une période, là encore, de flottement, très nette, très nette. Fin du suspense, 3 jours plus tard. Une question était évidemment sur toutes les lèvres. Le général de Gaulle allait-il ou non se présenter au second tour de l'élection présidentielle? Le général de Gaulle a informé le Conseil des ministres de ce que, naturellement, il sera présent à l'élection du 19 décembre. Et est-ce qu'il compte participer à la campagne? Je crois savoir qu'il a l'intention d'utiliser largement son temps de parole à la radio et à la télévision. La bataille pour le second tour est donc lancée et François Mitterrand y jette ses dernières forces. On le voit très peu d'ailleurs, il multiplie les réunions. Moi je me tiens rue du Louvre, d'où on gère la campagne matériellement, etc. On est en relation avec les comités de soutien, etc. On le voit assez peu. 15 jours, ça passe très très vite. 2-3 jours pour préparer le second tour, puis après il enchaîne les meetings. Cette fois, les gaullistes se mobilisent et enchaînent également les meetings pour cogner sur Mitterrand. Qu'est-ce que c'est que cette politique de gauche qui n'ose pas prononcer les mots classe ouvrière? Monsieur Mitterrand, vous avez été 11 fois ministre de la 4e, candidat unique des Républicains. Laissez dormir la République. Mais le vrai duel va se dérouler bien sûr à la télévision. Et le sort a désigné le candidat Charles de Gaulle devant François Mitterrand. Et le 11 décembre, De Gaulle est le premier à monter sur le ring. Attention, silence là, s'il vous plaît. Et manifestement, il n'a pas encore complètement encaissé le choc du premier tour. Les premières secondes, avant qu'on dise « c'est parti », c'est toujours très enseignant. Et le papy, il est groggy, hein. Il est sonné debout. Il dépend de vous toutes et de vous tous qu'en définitive, la République nouvelle, si elle est maintenue et confirmée dans la personne de son président, poursuive et développe, d'abord avec lui, plus tard avec d'autres, son œuvre de progrès, d'indépendance et de paix. Toujours la même rengaine. De Gaulle refuse de se rapprocher des électeurs et se limite à des propos banals sur la grandeur de la France, ce qui n'est pas pour rassurer son camp. Je crois qu'ils ont été inquiets jusqu'au bout.
Ils avaient l'impression que De Gaulle avait besoin d'une béquille. Ils ne reconnaissaient pas alors De Gaulle. Et ils se disaient, dans le fond, De Gaulle, il a maintenant 75 ans, il y a peut-être déjà un déclin qui s'annonce. Donc ils étaient inquiets pour eux. Il y a eu la même incertitude pour le deuxième tour que pour le premier. C'est-à-dire, est-ce que le père de Gaulle va se décider à gagner? À l'inverse, l'enjeu pour le candidat Mitterrand est de prendre de la hauteur et de se montrer en homme d'État. On remarque d'ailleurs que le décor se veut un peu plus présidentiel. Que soient d'abord remerciés celles et ceux d'entre vous qui, en m'accordant leur suffrage, ont permis au candidat de la gauche d'être aujourd'hui le candidat de tous les républicains. Mais Mitterrand persiste à se présenter comme le candidat de la gauche, alors qu'au second tour, il faut rassembler tous les Français. C'est lui-même qui fixe la limite en se plaçant « I am the challenger ». Et ça lui suffit. Il dit « Si j'arrive à mettre le cliquet jusque-là, je travaille pour le futur ». Dimanche dernier, le général de Gaulle, 44%. Où en sont ses partisans? Où en est sa majorité? Où en est l'UNR? Je vous laisse le soin de l'imaginer. Les Français ne loupent pas une miette de ce match, mettant en scène d'un côté le jeune loup, un peu maladroit mais combatif. Parce qu'une certaine politique, celle du général de Gaulle et de son gouvernement, a été condamnée. Contre le vieux singe groggy, qui a perdu de sa superbe. Voilà du vrai, du sérieux, du solide. Groggy peut-être, mais lucide, car le vieux singe a plus d'un tour dans son sac. Mon général, c'est la première fois que vous acceptez de répondre sur l'écran de la télévision aux questions d'un journaliste. Poussé dans ses retranchements, De Gaulle a décidé d'innover. Pour la première fois, il se met en pyjama, comme il dit. Il se prête au jeu de l'entretien télévisé, dans un face-à-face inattendu avec le journaliste Michel Droit. Les Français ne l'ont jamais vu ainsi. Cher monsieur, il est vrai que c'est la première fois depuis longtemps que j'ai le plaisir de m'entretenir avec un journaliste en particulier, si j'ose m'exprimer ainsi, car il y a beaucoup de gens qui nous voient et qui nous entendent. Très souvent, j'ai eu devant moi des journalistes par centaines, mais enfin, il est vrai que cette fois-ci, en voilà un. Il a été formidable à l'écran, et dans cette espèce de dialogue avec quelqu'un qui était quand même plutôt son faire-valoir qu'autre chose, c'est-à-dire mais qui savait quand même poser la question qu'il fallait, qui avait une sorte de timing. Et les routes, mon général, les autoroutes. Les routes. Quand je suis arrivé, il y avait 77 km d'autoroute. Voilà ce qu'on avait fait comme autoroute en France, sous le régime des partis. 77 km. Eh bien, il y en a actuellement 522 km. Il n'est pas concevable de le voir s'exprimer ainsi avec un uniforme, par exemple. Alors que dans la plupart de ses autres discours, c'est moi, il peut être en kaki, il peut être en costume croisé, c'est pas important. Là, il est forcément en civil. Et il parle popote, quoi. La maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver. Et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Les Français ont été stupéfaits de voir la statue du commandeur descendre à leur niveau, leur parler un langage parfaitement compréhensible. On dit pourquoi vous n'avez pas fait assez d'école, pourquoi vous n'avez pas assez recruté de maîtres. Les gens qui nous disent ça, ils se sont traînés à ce qu'ils appelaient le pouvoir et qui n'en était pas un. Je pense qu'il s'étonne. Il a été forcé, comme il dit, à se mettre en pyjama, un peu, mais ça lui plaît. Au fur et à mesure qu'il se chauffe sur le cheval, si j'ose dire, il trouve que mais je monte vachement bien et c'est marrant. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Dans la même journée, De Gaulle enregistre 3 émissions avec Michel Droit, en une seule prise. Par ce coup de maître, il reprend le contrôle de la campagne.
tandis que pendant ce temps, Monsieur Mitterrand, 10e. Je peux y aller? Quoi voudrez-vous? Le président de la République, c'est le garant. C'est la conscience. Ah là 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 là. Mon Dieu, qui décideront eux-mêmes du destin de notre patrie. Pour Mitterrand, le cauchemar continue. Ne coupez pas, je recommence tout. Mais il est également exténué. Une présidentielle est une épreuve physique que l'on découvre aussi à ce moment-là. Et voici que nous avons... Je dirais jamais. C'était bon. Ça vous fait rire, mais pas moi. Non, c'était très bon, là. Il est temps que le marathon s'arrête. Je ne peux pas. Je suis bloqué, je suis fatigué, j'en ai assez. Je ne finirai pas. Le 19 décembre, jour du second tour, François Mitterrand, à bout de force, vote dans son fief de Château-Chinon. Il sait que De Gaulle a réussi un retour percutant. Mais le résultat est beaucoup plus surprenant qu'il aurait pu l'imaginer. Le général de Gaulle est réélu avec 55% des voix, certes. Mais Mitterrand a été soutenu par plus de 10 millions de Français. On a quand même été étonnés du résultat du deuxième tour, nous les gaullistes. On ne s'attendait pas à ce que Mitterrand fasse 45%. C'est le début du parcours politique de François Mitterrand. Tandis qu'on avait l'impression quand même que déjà le général en 65, bon certes il avait été élu, mais ça n'était pas la nouvelle du jour parce que c'était trop attendu. La magie de Gaulle a été rompue à cette élection. On s'est aperçu que c'était un homme qui pouvait être mis en ballottage, qui pouvait ne pas être élu, etc. Non, ça c'est une rupture de l'icône. Ben on y a cru, on y a cru. Et alors Mitterrand a eu ce mot magnifique, quand on lui a dit les jours suivants qu'on y avait cru, il dit avec son air très composé, oui, une erreur de jugement. Je crois qu'il n'a jamais cru, lui. C'est le début du vrai régime présidentiel. Avant, c'était pas ça, et cette élection au suffrage universel a tout changé. Le 8 janvier 1966, le fondateur de la Ve République se succède officiellement à lui-même. Il n'ira pas au bout de son second septennat et démissionne 4 ans plus tard. En mai 1981, François Mitterrand parvient enfin à son but. Il détient à ce jour le record de longévité pour un président français. 14 ans. Jusqu'à demain matin, si soir-là.